la deuxième capsule qui s'appelle les défis et les bénéfices de l'intégration. Donc, on va se présenter. Donc, moi, c'est Imen, je suis psychoéducatrice et je vous présente Laurie, orthophoniste. Donc, nous, on est dans le programme de déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Donc, le concept du jour, actuellement, on va parler de l'intégration. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ce concept-là? En se disant, ben, on va être ce concept-là et ça ne servira pas à grand-chose. Mais non, parce que toutes vos interventions sont en lien, en fait, direct avec l'intégration. Alors, c'est vraiment important de vous sensibiliser à ce concept-là et le comprendre un petit peu plus. Donc, notre rôle premier, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'aller comprendre c'est quoi l'intégration. Mais après, là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les stratégies. Donc, c'est vraiment ça. La première chose qu'on va faire, c'est vraiment de définir c'est quoi l'intégration. Par la suite, on va pouvoir aller un petit peu plus en détail et on va pouvoir donner des petits exemples par rapport à chacune des compétences qui sont là. Et par la suite, avec Laurie, on va voir tout ce qui est les défis et les bénéfices de l'intégration. Alors, on va commencer avec la définition. Donc, je vais vous la lire. Après ça, on va aller point par point. Alors, qu'est-ce que l'intégration sociale? Donc, c'est un processus qui permet d'inclure une personne ou un groupe de personnes à un groupe plus vaste par le biais de stratégies qui assurent, écoutez bien, la participation active afin qu'elle puisse, cette personne, vivre une expérience qui est inclusive et réaliser son potentiel de façon optimale. Alors, réaliser son potentiel, pourquoi? Parce que chaque enfant est unique, mais chaque enfant a son potentiel. Alors, ça veut dire que cet enfant-là, comme tous les autres enfants, on veut qu'il se développe. Autant le camp de jour est là pour le côté plaisir, mais il est aussi là pour développer le potentiel. Donc, on est là pour faire des apprentissages et on veut que cet enfant-là fait aussi des apprentissages. Alors, ceci dit, on va voir est-ce que la façon dont on intervient a un impact justement sur ce côté d'intégration. Donc, je vais aller avec un petit vrai ou faux et on va voir de quelle façon est-ce que nos interventions ont un impact sur l'intégration de l'enfant. Alors, vrai ou faux, nous, en tant qu'accompagnateurs, si on met en place un cadre et des limites à notre enfant à besoin particulier, si on est capable de l'amener à suivre le groupe, on peut dire que c'est suffisant pour dire qu'on a intégré l'enfant. Donc, vrai ou faux? Donc, ça voudrait dire que moi, en tant qu'accompagnateur avec un enfant TSA, je suis auprès de lui, je m'assure qu'il suit le groupe, je m'assure aussi que sa sécurité est OK, donc je m'assure vraiment de sa sécurité. Donc, en faisant ça, vu que l'enfant est dans le groupe, alors il est intégré. Donc là, je vous laisse faire ça. Et la réponse est faux. Alors, pourquoi c'est faux? Parce qu'il est vrai que la sécurité est super importante. Il est vrai aussi que l'amener à suivre le cadre est aussi très, très, très important. Mais si on ne fait que ça, on va se retrouver à un échec, pas juste pour l'intégration de l'enfant, mais même au niveau de son plaisir. Parce que là, il est dans le groupe, mais on n'est pas en train de le soutenir plus que ça. Puis on est beaucoup là à lui mettre des limites. Donc, l'enfant, il peut vivre beaucoup plus de frustration. Et on va se retrouver à la fin à gérer plus de problèmes de comportement. Ça veut dire que si vous avez cette vision de l'intégration, vous risquez de ne pas vivre beaucoup de plaisir et notre enfant ne va pas vivre aussi beaucoup de plaisir. Alors, si on met en place tout ça, dans le fond, c'est pour que vous puissiez passer un bel été avec lui et que lui puisse revenir à la maison vraiment heureux. Donc, c'est vraiment important de mettre tous les éléments en place pour ça. Alors, l'intégration regroupe 3 concepts clés. On va prendre le temps d'expliquer chacune des concepts. Donc, si on veut que l'intégration soit réussie, il faut toucher à ces 3 concepts-là et pas juste de permettre à l'enfant de suivre son groupe. Alors, on va aller avec la première qui est la compétence. Alors, la compétence, c'est quoi? C'est la capacité de l'enfant à pouvoir faire les activités. Donc là, présentement, vous êtes en train de faire un jeu. Donc, nous, on veut qu'il participe activement à ce jeu-là. Mais en même temps, on va vouloir respecter un petit peu qui il est. Donc, au niveau de ses besoins, est-ce qu'il aime et ce qu'il aime moins. Ce qui va permettre justement à l'enfant de développer ses compétences et qu'il ne se retrouve pas dans un mode où est-ce qu'il est juste là à observer les autres faire les activités. Alors, pour ça, il y a des petites stratégies que je vais pouvoir vous donner pour pouvoir aider l'enfant à pouvoir se développer et faire les activités avec les autres. Donc, la première chose qu'on peut faire, on peut adapter l'activité. Donc, je vais vous donner un exemple. On est dans un parcours moteur et on aimerait que l'enfant puisse faire son parcours moteur. On sait qu'il est capable de suivre le parcours si on lui donne un petit soutien, mais en tant que tel, chaque étape du parcours, c'est plus difficile pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On adapte. Donc, c'est ça qu'on va faire le plus possible.
Alors, on va adapter le parcours moteur. Donc, au lieu qu'il doit sauter sur un pied, pourquoi pas, il peut passer sur les cerceaux en marchant. Mais au moins, nous, notre objectif, c'est qu'il soit capable de suivre le parcours parce qu'en faisant ça, il a quand même fait un apprentissage. Et en même temps, lui, il a du plaisir. Donc là, on a pu adapter l'activité. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de modifier l'environnement. Donc là, on va dire c'est le temps du rassemblement. Et là, on va faire des chansons. Donc là, les chansons, c'est super amusant, ça développe beaucoup de choses. Mais notre enfant, quand ça crie, ça le dérange vraiment beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire pour modifier, on peut aller lui donner des coups d'oreille. Donc là, je vous entends plus. Donc là, avec ça, ça permet à l'enfant de participer à l'activité et en même temps, il permet justement de développer ses compétences et que lui, il se sente bien à l'intérieur de tout ça. Une autre chose aussi qu'on peut faire, donc là, j'ai une idée parce qu'on est tout assis en cercle, ça, c'est l'activité qu'on fait peut-être souvent au camp. Vous savez, tout le monde est assis au cercle et là, il y a quelqu'un qui doit mettre le ballon derrière toi et là, quand c'est toi, tu commences à courir. Mais là, notre petit coco, lui, quand il est assis et que c'est lent, il peut un petit peu se lever et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est peut-être lui donner quelque chose en attendant qu'il attend. Donc, on lui explique de rester assis, on lui donne ça pendant qu'il attend. Puis, à un moment donné, quand il a le ballon, là, il peut aller participer. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est en train de modifier un petit peu l'environnement pour qu'il puisse participer à l'activité. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de limiter la durée. Donc là, c'est une activité qu'il aime moins, mais on sait que ça peut être vraiment intéressant qu'il puisse le mettre en place. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de lui dire, OK, regarde, on va faire l'activité tant de temps. Lorsque tu termines, alors on peut mettre un petit time timer. Là, on peut passer vers des activités que lui, il aime. Donc, on peut prendre un petit bac de matériel qui puisse le faire. Donc là, il se dit, OK, si je fais un petit peu d'effort, je vais pouvoir avoir autre chose après que moi, j'aime plus. Donc, il va vouloir s'impliquer au sein de l'activité. Une autre chose aussi qu'on peut faire, donc là, vous voyez les étapes, d'abord, on essaye d'adapter. Si on voit que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas nécessairement faire, on va essayer de modifier un petit peu l'environnement. C'est pas vraiment possible, on va limiter la durée. C'est pas vraiment possible, mais pourquoi pas? Notre objectif arrivé là, c'est qu'il soit avec le groupe et qu'il fait une activité que lui aime. Donc là, je vais vous donner l'exemple. Ça, je pense que tous les enfants vont aimer. Le super bac sensoriel. Donc ça, c'est un bac de riz. Donc là, les autres enfants sont en train de faire d'autres activités et lui, il est là en train de chercher des choses dans son bac, mais en même temps, il est au sein de son groupe. Donc, pour moi, pour arriver à cette étape-là, il faut aller essayer d'autres ou au moins réfléchir à voir si c'est possible avant d'aller lui donner ce genre de matériel-là. Donc ça, c'est pour la compétence. Donc là, on va continuer par la suite avec l'autonomie. Donc, je vais juste ranger mes petites choses, juste ici. Alors, pour l'autonomie, donc là, nous, ce qu'on veut ici, c'est d'ajuster, en fait, nos attentes pour qu'il puisse être le plus autonome. Plus que l'enfant est autonome, plus qu'il se sent intégré au sein du groupe. Donc, être autonome, c'est quoi? C'est d'être capable d'être autonome au sein du groupe, ça on le comprend déjà, mais pas juste ça, c'est aussi de pouvoir suivre les règles et les limites. Donc, si on est capable de suivre les règles et les limites de façon autonome, là, on se sent beaucoup plus intégré au sein du groupe. Si on a la possibilité aussi de faire des choix, on se sent aussi plus intégré au sein du groupe. Et à l'intérieur de tout ça, ça permet aussi d'aller clarifier un petit peu le rôle de l'accompagnateur pour ce qui est de l'autonomie. Donc, le rôle de l'accompagnateur, pour ce qui est de l'autonomie, c'est que si on veut qu'il soit plus autonome, on s'attend peut-être à ce qu'on puisse des fois se retirer si l'enfant est autonome. Mais des fois, on se dit, en tant qu'accompagnateur, on ne se sent pas très bien parce qu'on se dit, OK, maintenant, je sens que je ne fais pas grand-chose. Mais au contraire, si vous voyez que votre enfant est capable, donc là, vous pouvez faire un signe avec le moniteur parce que le moniteur, c'est lui qui gère le groupe. Donc là, ça veut dire qu'il est autonome au sein du groupe. Donc le moniteur prend en charge le groupe et dès qu'il est capable, on se retire. Dès qu'on voit qu'il a des besoins, on lui en donne. Et on est toujours dans l'idée de donner le moins possible et de se retirer graduellement. Donc là, ça voudrait dire que, pour vous donner une idée, on va développer le fait que l'enfant puisse se laver les mains. Alors là, l'enfant est capable d'aller mettre du savon. Frotter, c'est plus difficile pour lui. Donc, on ne va pas l'aider pour aller mettre du savon. On le laisse autonome et par la suite, quand c'est le temps de se laver les mains, on peut aller mettre du main sur main. On essaie de donner moins de consignes verbaux parce que les consignes verbaux, c'est difficile après à les retirer. Donc, on se met juste derrière lui, on l'aide un petit peu et par la suite, on se retire pour lui permettre d'être beaucoup plus autonome. Donc là, on est en train de développer des compétences. L'enfant se sent beaucoup plus autonome au sein de son groupe. Et donc, d'autres stratégies qu'on peut mettre aussi en place, c'est un horaire visuel. Donc ça, vous allez pouvoir le voir à la fin du PowerPoint, des petits exemples de comment ça peut être un horaire visuel. Donc, pourquoi l'horaire visuel est plus autonome? Ben, l'enfant sait vraiment à quoi s'attendre au sein de sa journée. On n'a pas besoin d'aller lui donner à chaque fois une consigne, une consigne, une consigne. Pour lui aussi, c'est beaucoup plus sécurisant. Donc, l'horaire visuel est vraiment, ça permet vraiment de travailler l'autonomie. Une autre chose,
Donc ça, j'aime beaucoup ça. C'est des marquages visuels. Donc là, au lieu de dire à chaque fois à l'enfant, viens, c'est le temps de s'asseoir, donc pourquoi ne pas utiliser un petit marquage visuel pour savoir que quand c'est le temps d'aller s'asseoir, on le met à la place où est-ce qu'il veut s'asseoir, on diminue les consignes verbales, et lui, il est plus autonome. Dès qu'il voit ça, il sait que c'est le temps de s'asseoir, donc il va aller s'asseoir. Donc là, on est dans un rôle où est-ce qu'on développe l'autonomie, et l'enfant est beaucoup plus autonome au sein de son groupe. On va essayer aussi, bien sûr qu'on avait vu dans la capsule, on va le voir juste après la capsule, la communication, on va aller beaucoup plus en détail, mais c'est vraiment le fait d'aller simplifier aussi la communication, donc pas donner trop de consignes à la fois, donc tout ça, ça va aider. Aussi, ce qu'on peut faire aussi dans les transitions, donc pour que l'enfant puisse comprendre que c'est le temps de changer d'activité, pour le rendre plus autonome, au lieu de lui dire « c'est bientôt la fin », on peut toujours chanter une chanson. Donc la même chanson, quand c'est le temps de changer, on chante toujours la même chanson, tout le monde ensemble. Donc ça, c'est vraiment de l'intégration, parce que tout le monde chante la même chanson, donc on n'est pas ciblé sur cet enfant particulier. Mais en même temps, cet enfant-là, il sent que OK, c'est bon, je sais que maintenant c'est le temps de m'arrêter et de façon autonome, je peux ranger les choses et aller à l'autre activité, par exemple. Donc, tout ça, c'est des petits exemples que je peux vous donner pour développer l'autonomie. Mais juste le fait de vous sensibiliser au fait que le rôle pour pouvoir intégrer tout ce concept-là, donc l'enfant puisse avoir l'intégration qui est réussie, juste le fait d'être sensé par rapport au fait que les compétences qu'il fallait développer, l'autonomie, on remarque déjà que c'est peut-être déjà plus satisfaisant pour cet enfant-là et même pour vous aussi de voir votre rôle pas comme étant juste le guide, mais aussi qu'il soit là pour qu'il puisse continuer à se développer et avoir du plaisir comme les autres. Et là, le dernier point que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est souvent celui-là qu'on oublie, c'est ce qu'on appelle l'appartenance sociale. Donc ça, c'est quoi? C'est la capacité d'aller créer des opportunités pour que l'enfant puisse développer des liens avec les autres enfants du groupe. C'est sûr qu'il faut respecter les défis de l'enfant, il faut respecter ses capacités et ses limites. Mais au-delà de tout ça, cette idée d'appartenance sociale, ça permet justement de voir que nous, en tant qu'accompagnateurs, on n'est pas là pour rester avec l'enfant, donc moi et l'enfant, et que le groupe est à part. Donc souvent, ça peut être ça. Le groupe est là et nous, on est là en train d'amener l'enfant un petit peu à faire les activités. Si on fait ça, le groupe est tout seul et l'enfant est tout seul. Donc ça, tout ce qui est appartenance sociale, les opportunités sociales, on les a pas. Et en fait, des fois, ça peut créer des conséquences un petit peu plus négatives. On en parlait de l'intimidation. Donc ça, c'est des possibilités. Puisque l'enfant est à part du groupe, le groupe ne le connaît pas. Donc, il peut vivre de l'intimidation. Donc, il peut vivre plein de choses qui font en sorte qu'on n'a pas vraiment atteint tout ce qui est l'appartenance sociale. Alors, donc, si on y va au niveau des stratégies, la première stratégie, c'est pas vraiment relié à l'enfant, mais c'est vraiment relié au groupe. Donc là, on va essayer d'aller sensibiliser le groupe à cette différence-là. Donc, en sensibilisant le groupe, ça permet justement que le groupe puisse comprendre cette différence-là et par la suite pouvoir intégrer l'enfant, mais de façon dans le non-jugement en fait. Parce que par la suite, ce qu'on veut pas, nous, c'est que le groupe juge l'enfant par rapport à cette différence-là. Lorsqu'on ne sait pas, on peut se retrouver à juger. Lorsqu'on se met à juger, il peut y avoir des conséquences reliées à ça. Donc, juste le fait de les sensibiliser, ça leur permet justement de mieux comprendre cette différence-là et de l'accueillir aussi au sein du groupe. Ça permet aussi que si jamais vous êtes en pleine activité, ils vont pouvoir vous poser des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc là, on va pouvoir les répondre un petit peu plus sur pourquoi c'est comme ça et comment on pourrait faire justement pour l'aider un petit peu plus. Donc, on peut même les impliquer à l'intérieur de tout ça. Et l'autre chose super importante, c'est qu'au-delà de sensibiliser, il faudra qu'on mette un cadre et des limites claires par rapport à ça. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait zéro tolérance face à l'intimidation par rapport à cet enfant-là. Donc ça voudrait dire que s'il y a une seule erreur, c'est tout de suite, vous devez identifier c'est quoi la conséquence reliée à ça pour que l'enfant comprenne qu'il n'y a pas une deuxième chance. Donc il faut vraiment mettre ces limites-là. Donc ça permet justement, en mettant ce cadre-là qui doit être ferme, et en mettant justement cette ouverture, ça permet à ce que l'enfant puisse se sentir intégré au sein du groupe. Une autre chose qui peut être vraiment intéressante, et ça c'est des choses qu'on va moins faire, c'est ce qu'on appelle le jumelage. Donc le jumelage c'est quoi? C'est que, vous vous rappelez, comme je vous avais dit, vous mettez comme modèle aussi pour l'enfant pour lui montrer, on pourrait faire la même chose mais avec d'autres enfants. Donc là ça voudrait dire que, par exemple, vous êtes dans une activité où est-ce qu'on va jouer à cache-cache. Donc, au lieu que ce soit vous, l'accompagnateur, qui va avec votre enfant, puis on va aller se cacher, pourquoi pas, on va aller tout le monde deux par deux. Donc, ça permet justement de ne pas que l'enfant est stigmatisé. Donc, on va tous deux par deux. Et un va avec cet enfant-là, puis on va jouer à cache-cache. Donc, là, ça permet justement que l'enfant puisse faire des apprentissages, et pas juste avec vous. On va pouvoir le faire avec tous les enfants. Et ça permet aussi de créer des opportunités.
Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller utiliser ce qu'on appelle un leader positif au sein du groupe. Donc, qu'est-ce qu'un leader positif? Donc, vous connaissez sûrement très bien les leaders négatifs, donc des enfants qui font des bêtises et que tout le monde suit. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est un enfant qui est un leader positif, donc les autres sont vraiment attirés par lui. C'est souvent des enfants qui veulent aider, qui veulent avoir des responsabilités. Donc, ça, vous pouvez justement l'inclure avec notre coco. Donc, l'aider à le responsabiliser. Donc, par exemple, c'est le temps de partir et on va se mettre en file pour y aller. Donc, pourquoi pas demander à un enfant, et sûrement cette leader-là va sûrement accepter parce qu'il aime ça, avoir ce rôle-là, de prendre l'enfant par la main puis qu'on y va. Donc, au lieu que ce soit vous, donc l'enfant est intégré et ça permet justement que tout le monde est impliqué. Donc, pour moi, cet objectif-là, ça permet justement que l'enfant se sent inclus et qu'on n'ait pas ce rôle-là où est-ce que c'est nous avec notre enfant TSA et il y a le groupe, mais on est vraiment un groupe tous ensemble et on respecte cette différence-là. Et pour moi, c'est autant riche pour l'enfant que c'est riche pour le groupe. Donc, en faisant ça, ça me permet justement de toucher l'intégration. Et si on continue, il y a un élément important qui est super important pour l'intégration. On pourrait le mettre un petit peu partout, mais on pourrait le mettre dans l'appartenance sociale, c'est de créer la relation significative. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc pour que l'enfant se sente bien, moi, je vous conseille même que votre priorité, ce serait ça. Donc on va travailler d'aller créer ce lien-là avec notre enfant. Et avec ça, on arrive à intégrer notre concept. Donc là, on va pouvoir passer avec Laurie, tout ce qui est les défis et les bénéfices. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs défis autant pour l'enfant que pour vous dans l'intégration. On va commencer avec les défis pour l'enfant. Alors, avec tout ce qu'on vous a donné comme connaissance jusqu'à présent dans la marque capsule et avec Imen sur les caractéristiques du TSA, comment ça peut se présenter comme difficulté, réfléchissons un peu à justement ce qui pourrait constituer des défis à l'intégration de l'enfant. Alors, si on pense aux difficultés de communication, on va avoir un enfant qui aura peut-être de la difficulté à comprendre et à s'exprimer au niveau pour lequel on pourrait s'attendre pour un enfant de son âge. Si on pense aux difficultés d'interaction, alors l'enfant peut avoir de la difficulté à établir des relations avec les autres enfants, mais aussi avec les adultes, donc son moniteur, son accompagnateur. En termes d'intérêt restreint, donc ça va aller toucher la volonté de participer à des activités qui sont en dehors de ses intérêts, ou au contraire, la volonté d'arrêter une activité qui est très très aimée. Donc ça aussi, ça peut des fois poser des défis. Si on pense au comportement stéréotypé, alors le fait qu'un enfant, comme on vous montrait, a des comportements qui sont physiques, là, du flapping ou se bouche les oreilles, il fait des choses, c'est certain qu'il peut être perçu autant par les enfants que par les adultes comme étant bizarre, comme étant différent, comme faisant des choses qui sont surprenantes. Et ça peut avoir un impact sur son intégration dans le groupe. Si on pense maintenant à la rigidité, à l'adhésion, à certaines habitudes, la partie qui est plus inflexible. Alors, si l'enfant veut absolument faire les choses à sa façon, il peut avoir de la difficulté à s'adapter au changement, donc pour l'intégrer dans certaines activités, certaines journées, ça peut être plus difficile que d'autres. Et pour terminer, au niveau des particularités sensorielles, donc le fait qu'un enfant va éviter certaines stimulations, donc par exemple si on fait une activité de cercle ou on chante, il peut vouloir se retirer, ou au contraire qu'il soit en recherche de sensations. Donc si c'est un enfant qui aime ça, sentir, qu'on le serre fort, il peut aller voir les autres amis et essayer de les prendre fort, mais les autres enfants, ils vont probablement pas apprécier. Donc ça, c'est toutes des choses qui pourraient constituer des défis au quotidien pour l'intégration de l'enfant. Maintenant, pour vous, en tant que moniteur accompagnateur, vous aurez des défis aussi, c'est certain. Il va falloir que vous adaptiez votre approche pour qu'elle soit individualisée pour chaque jeune qui présente des besoins particuliers. Et ça va sûrement vous demander de modifier vos stratégies et de vous adapter au quotidien. Ce qui est important de vous rappeler, c'est que la collaboration avec les différents partenaires, c'est vraiment la clé du succès. Alors, on parle autant des autres moniteurs, de vos supérieurs, des parents, de la famille de l'enfant, et s'il y a des intervenants qui sont impliqués activement auprès de l'enfant, c'est aussi des partenaires qui peuvent avoir un apport pour vous aider. Alors, pour promouvoir l'intégration, la programmation va devoir prendre en considération plusieurs aspects, le potentiel et les aspirations de chaque jeune, la nature et le déroulement des activités, comment est-ce qu'on les organise, les consignes et la communication, comment est-ce qu'on les transmet aux jeunes,
la sensibilisation des participants, comme Imen l'a nommé plus tôt, et le matériel qu'on utilise, comment on fait les déplacements et le rythme de la journée, est-ce qu'il est adéquat pour le jeune. Alors, il y a plusieurs défis, mais il y a également de très nombreux bénéfices de l'intégration. Vraiment, les bénéfices sont beaucoup plus nombreux que les défis. Alors, on va en nommer juste quelques-uns pour le contenu de la capsule. Ben, d'abord, comme Imen l'a nommé plus tôt, ça permet la participation active de l'enfant. Alors, c'est un membre actif de la communauté du camp de jour. Il peut vivre des expériences plaisantes au même titre que les autres enfants, et ça, c'est vraiment inestimable pour n'importe quel enfant. Ensuite, ça lui permet de vivre des interactions positives, des interactions qui sont basées sur un plaisir partagé, sur la participation à une même activité, sur certains intérêts et non sur ses difficultés ou son diagnostic. Ensuite, c'est quelque chose qui offre énormément d'opportunités d'apprentissage pour l'enfant. Alors, toutes les activités qu'on va faire vont aller stimuler différentes habiletés, puis ça lui offre vraiment plusieurs occasions de tester de nouvelles choses et d'apprendre davantage à tous les jours. Au niveau de l'augmentation de l'estime de soi, c'est certain que de participer, de suivre le groupe, de faire des nouvelles choses, ça lui procure un sentiment d'accomplissement qui est très bon pour augmenter la confiance et l'estime de soi. En termes de bénéfices plus larges, pas juste pour le jeune, ça permet vraiment la mise en valeur de l'apport que ce jeune-là peut avoir dans sa communauté, dans son groupe, même en étant différent. Donc, il va faire certaines choses, il va dire certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou qu'un autre enfant neurotypique n'aurait peut-être pas eu le même apport dans le groupe, et ça va vraiment le mettre en valeur pour tout le monde. Et enfin, ça va favoriser l'ouverture d'esprit autant des pairs que des adultes, simplement en étant exposés à la différence. Alors, c'est tout pour la capsule sur l'intégration. Vous retrouverez dans le matériel joint plusieurs ressources que vous pouvez utiliser, et on se revoit à la capsule 3 sur la communication. Merci!